Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Vous le savez, la semaine dernière, plusieurs départements français ont subi des premières conséquences du dérèglement climatique par les eaux les plus torrentielles et les inondations exceptionnelles se sont multipliées et on sait qu'elles vont à l'avenir également gagner en intensité. Comment l'évolution météorologique bouleverse-t-elle les paysages et nos vies? Nous sommes en compagnie de Françoise Vimeux. Bonjour. Vous êtes climatologue, directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement. On va parler de la France, mais dans la revue de presse internationale, il était question de l'ouragan qui a touché Cuba. Et puis on a évoqué aussi Milton, qui est un phénomène météorologique intense qui a touché les États-Unis. Justement, est-ce que c'est lié au dérèglement du climat, Françoise Vimeux, ou bien sont-ce des phénomènes normaux à cette époque de l'année ? Alors en fait, on est en pleine saison des ouragans dans cette partie de la planète. C'est une saison qui va du mois de juin jusqu'au mois de novembre. Donc c'est pas étonnant qu'on ait des ouragans. On peut avoir des ouragans intenses comme Milton, qui a été un ouragan de catégorie 5. Et puis quand il a atterri sur la Floride, il était en catégorie 3. Donc ça n'est pas du tout surprenant. Et ce que l'on sait du changement climatique par rapport à ces ouragans, c'est pas que le nombre d'ouragans va être plus important, c'est que lorsqu'un ouragan va se former, sa probabilité d'atteindre une catégorie élevée est plus importante. Donc ça veut dire qu'on s'attend à avoir davantage d'ouragans de catégorie 4-5 que de catégorie 1-2. Et puis on sait aussi que ces ouragans, ils vont être beaucoup plus pluvieux parce qu'une atmosphère plus chaude peut contenir plus d'humidité. Et donc lorsque ces ouragans arrivent sur les terres émergées, ils sont capables de reverser toute cette eau. Mais alors, Françoise Vimeux, là aussi, on a du mal à saisir les liens parce qu'il y a quelques mois, on évoquait la sécheresse en France. Je crois qu'on l'évoque d'ailleurs toujours pour l'Aude, notamment. Et pour autant, dans d'autres départements, c'est au contraire le trop-plein d'eau qui est aujourd'hui en plein cœur de l'actualité. Comment expliquer ce paradoxe à part? En tout cas, pour moi, c'est un paradoxe. Pour vous, j'imagine que ça n'en est pas un. Oui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on parle de changement climatique et de précipitation, ça veut dire que on change les zones géographiques des précipitations. Les systèmes pluvieux vont se déplacer, si bien qu'il y a des régions où il va y avoir plus de pluie qu'auparavant et des régions où il va y avoir moins de pluie. Donc on change la répartition géographique, on change aussi la répartition des pluies à l'intérieur d'une saison, d'une année à l'autre. On change aussi les volumes de pluie, donc les quantités de pluie qu'on peut recevoir à un endroit donné. Et de manière générale, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que le changement climatique, il vient intensifier ce cycle de l'eau et ça devient beaucoup plus variable à la fois géographiquement et puis dans le temps à l'intérieur d'une même saison où on peut avoir plusieurs jours très secs et puis ensuite des pluies torrentielles qui vont arriver. Et c'est le cas aussi d'une année à l'autre. On peut avoir une année très pluvieuse et une année très sèche. Est-ce que c'est un jeu à somme nulle, l'eau que l'on reçoit du ciel? Est-ce que l'on considère que, par exemple, cette eau que l'Aude n'a pas reçue, c'est l'Essonne qui l'a reçue dernièrement? Oui, alors c'est un peu plus compliqué, mais effectivement, on peut rappeler que l'eau, elle s'échappe pas de la planète Terre. Alors c'est pas tout à fait vrai. C'est peut-être que certains me diront que dans la haute atmosphère, c'est un peu le cas. Mais effectivement, le cycle de l'eau, la Terre perd de l'eau définitivement ou Non, la Terre ne perd pas d'eau. Donc c'est un le jeu à cycle somme de l'eau nulle à cet est égard. fermé. Je disais ça pour si quelques spécialistes nous écoutent. On peut avoir tout en haut de l'atmosphère un tout petit échappement, mais on a un cycle de l'eau qui est fermé et en fait, il se modifie et c'est ce que je disais. En fait, il y a une redistribution à la fois dans l'espace et le temps des précipitations et puis leur volume change. À un endroit, il va y en avoir moins. À un endroit, il va y en avoir plus. Et puis, on a parlé de flash floods, autrement dit de pluie soudaine. Alors donc, il y a autant d'eau qui tombe, mais cette eau tombe dans un intervalle de temps beaucoup plus réduit. Françoise Vimeux, ça c'est spécifique aussi? Alors, ce qui se passe, c'est que les événements météorologiques extrêmes sont exacerbés par le changement climatique. Donc, dans les événements météorologiques extrêmes, on a les pluies torrentielles. On sait que les pluies torrentielles, elles sont exacerbées à la fois en fréquence et en intensité. Par exemple, si je prends une pluie torrentielle qui arrivait une fois tous les 10 ans sur la deuxième partie du 19e siècle, aujourd'hui, sa fréquence est déjà augmentée de pas loin de 50% et son intensité de pas loin de 10%, avec un réchauffement observé
observée actuellement de 1,2 degré. Donc on sait que ces pluies que l'on a vécues ces derniers jours, elles vont revenir plus régulièrement et que plus le réchauffement va continuer, ce qui est le cas aujourd'hui, hein, nous sommes sur des trajectoires où le réchauffement continue, et bien plus les volumes vont être importants. Et c'est pour ça le béotien que je suis entend ces 1,2 degrés. Et comme on nous l'explique depuis longtemps, comme votre profession, celle des climatologues, Françoise Vimeux nous l'explique, on sait qu'1,2 degré, c'est beaucoup. Mais comment faire ce lien entre ce réchauffement qui semble modéré et la violence des phénomènes climatiques auxquels on assiste? Alors, il n'est pas modéré ce réchauffement. Je vais vous donner un exemple. Il y a 20 000 ans, c'était le dernier maximum glaciaire. Le niveau des mers était 120 mètres plus bas. La calotte, en fait, qui est aujourd'hui qui est restreinte aujourd'hui sur le Groenland, la calotte de glace descendait jusque sur le nord de l'Europe. On avait une végétation, une faune complètement différente. Et en moyenne, il ne faisait que 5 degrés en moins. Et en fait, l'erreur que l'on fait quand on dit que 1 degré, 2 degrés, c'est pas beaucoup, c'est qu'on compare la variation de température entre le début du XXe siècle et la fin du XXIe siècle à la variation de température que l'on a dans une journée, qui peut être de 10-15 degrés chez nous, par exemple, au printemps et à l'automne. Or, c'est pas du tout la même chose. Dans un climat constant, lorsque vous comparez un groupe d'années à un autre groupe d'années, eh bien, la variation attendue, elle est de quelques dixièmes de degrés. Donc, quand on parle de 1,2 degré, on est déjà 12 fois au-dessus. Donc, c'est pas du tout les mêmes ordres de grandeur. Et si ça nous paraît petit, en fait, c'est un ressenti qui est faussé. Et alors, quel est le lien entre cette variation et la multiplication des phénomènes extrêmes avec des cycles de l'eau que l'on comprend mal? Je veux dire, le néophyte que je suis, évidemment, a beaucoup de difficultés. Comment pourriez-vous nous expliquer, Françoise Vimeux, comment ce réchauffement produit des pluies torrentielles, produit des inondations ou bien au contraire des sécheresses accentuées? Oui, alors si on parle des pluies torrentielles, on a un océan qui est plus chaud puisqu'il se réchauffe, hein, c'est la définition même. Donc en fait, on augmente l'évaporation. Cette humidité qui est créée par l'évaporation, elle est bien accueillie par l'atmosphère qui est plus chaude. Et l'atmosphère plus chaude, elle peut contenir plus d'eau. À chaque fois qu'elle se réchauffe de 1 degré, elle peut contenir 7% en plus de vapeur d'eau. Donc une fois que toute cette eau supplémentaire est dans l'atmosphère, elle est transportée assez rapidement dans les systèmes météorologiques pluvieux. Et lorsque ces systèmes arrivent sur les terres émergées, qu'ils rencontrent des conditions plus froides, l'atmosphère ne peut plus conserver toute cette eau sous forme de vapeur. Et donc elle se condense et elle retombe sous forme de pluie. Mais le volume est plus important puisque l'atmosphère a pu contenir et garder cette eau pendant, je dirais, tout le transport de cette humidité. Donc le volume potentiel qui peut nous retomber dessus est plus important lorsqu'il y a un système pluvieux. Donc, il faut une différence de température pour qu'il y ait pluie. Alors, pour qu'il y ait pluie, il faut que l'atmosphère se refroidisse. L'atmosphère se refroidissant, elle ne peut plus conserver toute l'eau. Et donc, elle la relargue sous forme d'eau liquide. Et pourquoi cette eau liquide est-elle larguée, comme vous dites, plus rapidement, de manière plus violente? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui provoque une pluie torrentielle par rapport à un Alors, crachin c'est breton? son volume, en fait. Hein. C'est-à-dire que lorsque l'atmosphère se refroidit, pas instantanément, mais presque, elle ne peut plus garder cette eau. Et comme le volume est important, il nous retombe dessus, ce qui, en fait, est la définition de la pluie torrentielle. Hein. C'est le volume que l'on récupère. On a beaucoup parlé des 650 mm qui sont tombés en Ardèche. Est-ce que la climatologue que vous êtes est impressionnée par ces volumes? Alors je dirais oui et non, hein, ça reste toujours impressionnant lorsque l'on voit les images. Après, ce genre de volume de pluie, hein, c'est ce qu'on attend dans un climat qui change. Ça n'est pas étonnant non plus de voir cette pluie, de voir ces inondations assez bien distribuées sur notre territoire métropolitain. Lorsqu'on regarde la carte du risque inondation, c'est quand même un risque assez bien distribué, même s'il y a des régions où l'exposition à ce risque est plus importante.
C'est le cas par exemple du pourtour méditerranéen, en particulier dans le sud-est, les Alpes-Maritimes. C'est le cas de tous les départements le long de la Loire, en partant du Loiret jusqu'à la Loire-Atlantique, département du Rhône et puis aussi en Île-de-France. Vous comprenez pourquoi? Comment expliquer qu'il y ait donc des zones, je reviens à ce que j'évoquais tout à l'heure, les Pyrénées-Orientales qui sont frappées par la sécheresse, tandis que d'autres zones sont aujourd'hui des zones frappées par les inondations. Comment explique-t-on ça? C'est la modification géographique des pluies, en fait, hein. On a l'habitude de dire de manière assez grossière que là où il pleuvait déjà pas mal, il va pleuvoir encore plus, et là où il pleuvait pas beaucoup, il va pleuvoir encore moins, hein. Donc c'est Mais ça cette déjà, variabilité spatiale qui s'accentue avec des contrastes de plus importants, à la fois géographiquement et de manière saisonnière, hein. et ça, est-ce qu'on le comprend? Parce que j'imagine que d'ordinaire, c'est réglé par le relief, par l'évolution des vents, par un certain nombre de choses qui sont des constantes. Et ça, c'est quelque chose qui est, d'après ce que vous dites, Françoise Vimeux, accentué par le réchauffement climatique. Oui, en fait, c'est la composante dynamique, hein, que l'on voit là sur la circulation atmosphérique. Et c'est des questions de recherche ouvertes, hein. C'est comment le changement climatique vient affecter notre météorologie. Est-ce que c'est la même météorologie qu'avant, mais finalement dans un climat plus chaud, donc il fait plus chaud l'été, moins froid l'hiver, ou est-ce qu'on change en fait, par exemple, les arrivées de masses d'air? On se pose des questions, par exemple, en été, sur est-ce qu'il n'y a pas plus d'arrivées de masses d'air du sud, ce qui viendrait accentuer, par exemple, les périodes de vagues de chaleur. Et oui, parce que de manière complètement empirique, j'ai noté, Françoise Vimeux, les différents épisodes d'inondations, de fortes pluies. Alors, j'en ai trouvé en Grèce en septembre dernier, en Espagne, en Libye pour le septembre 2023, la tempête Daniel, au Brésil, au Bangladesh et en Inde, ça c'était en septembre dernier. On a l'impression, mais c'est un constat très empirique, que c'est principalement dans des zones chaudes. Alors, en fait, il faut différencier les tendances des extrêmes. Lorsque vous regardez comment la tendance des pluies va évoluer, c'est ce que je disais, il y a des régions où il va pleuvoir moins, des régions où il va pleuvoir plus. Mais quand on regarde uniquement les extrêmes de pluie, sur quasiment toutes les régions continentales, on voit que ces extrêmes augmentent. Donc on peut avoir des régions qui sont très sèches en moyenne, dans lesquelles on a des pluies torrentielles. Donc, par exemple, pour le pourtour méditerranéen et donc pour le sud de la France, on sait qu'en été, on va plutôt avoir en cumul un déficit de pluie, donc moins de pluie en moyenne sur les périodes estivales. Mais lorsqu'il va pleuvoir, il va pleuvoir beaucoup. Donc des longues périodes sans pluie. Et lorsqu'il pleut, il pleut énormément. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les volumes sont plus importants. Mais le point peut-être important à rappeler sur les inondations, c'est que la pluie, c'est un des facteurs qui cause l'inondation. L'inondation est toujours multifactorielle. Bien sûr, au départ, vous avez la pluie et son volume. Et puis, dans quel temps, en fait, quelle est la durée de l'événement pluvieux. Mais derrière, vous avez aussi l'état des sols, la topographie, l'urbanisation, l'état des nappes phréatiques, etc. Donc l'inondation, c'est pas relié toujours très simplement à la pluie. Mais j'imagine que c'est particulièrement violent lorsque cela arrive sur des sols qui ne sont pas habitués à absorber de telles quantités d'eau. Les fleuves ont une propension à plus déborder. Bref, on a affaire à des territoires qui sont surpris par tant de pluie, Françoise Vimeux. Oui, alors là, il y a beaucoup je vois beaucoup d'aspects dans la question. Donc, effectivement, une pluie qui arrive sur un sol imperméable, eh bien, elle n'est pas absorbée et elle va ruisseler vers les points bas que sont les cours d'eau. Et là, on va avoir des débordements. Un sol imperméable, c'est un sol qui peut être imperméable par son type, c'est de l'argile. C'est un sol qui peut être imperméable parce qu'il est gorgé d'eau. Et par exemple, chez nous, c'est surtout un sol imperméable parce qu'il est bétonné et tout est urbanisé. Après, au niveau de la surprise, là, on discute, on parle de l'alerte. Alors, il y a deux types d'alertes, en tout cas en France métropolitaine. Il y a l'alerte au niveau départemental, qui est donnée par Météo France, qui est donnée bien à l'avance, qui est aussi cadrée dans le temps. Elle commence à 1 heure, elle finit à une certaine heure. Et puis après, il y a les alertes locales. Et là, les alertes locales, eh bien, je trouve qu'elles diffusent moins bien auprès de la population, ce qui peut créer cette surprise. Et oui, parce qu'on a incriminé les systèmes d'alerte. On a eu raison ou tort, selon vous? Alors,
Je pense qu'on ne peut pas incriminer le système d'alerte au niveau départemental, hein, qui est fait très correctement par Météo France. Et après, les systèmes d'alerte locaux, l'information est disponible, elle existe sur les sites internet des villes concernées, sur les sites, les réseaux sociaux des syndicats qui sont en charge des cours d'eau. En revanche, il faut aller chercher l'information. Elle va diffuser quelquefois avec des alertes par SMS sur un téléphone, mais elle diffuse moins bien que l'alerte au niveau départemental et donc on peut se sentir moins concerné. Eh bien, on va continuer d'évoquer cela. Comment faire face à ces catastrophes locales? Eh bien, on a vu avec vous l'aspect climatologique. On va le poursuivre. Françoise Vimeux, vous êtes directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement. Et puis, on va aborder justement la question à la fois sociologique et politique pour tenter de voir comment on peut faire face à ces épisodes qui, si je vous ai bien suivi, vont se multiplier à l'avenir. Nous serons en compagnie dans quelques minutes de Gabrielle Boulot. Elle est sociopolitiste et spécialiste des politiques publiques de gestion de l'eau à l'INRAE et au LISIS. En attendant, il est 8h sur France Culture. Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Comme vous le savez, la France a été touchée la semaine dernière par des inondations exceptionnelles, lesquelles n'ont toujours pas été résorber les conséquences de ces inondations dans certains lieux de France. Les dégâts sont particulièrement importants, en Ardèche notamment, mais aussi en Essonne. Françoise Vimeux, vous êtes climatologue, directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement. Vous nous avez expliqué en quoi le réchauffement climatique allait pousser vers les extrêmes un certain nombre de manifestations auxquelles on était habitué, provoquant des pluies torrentielles, mais provoquant aussi dans le même temps des périodes de grande sécheresse dans d'autres lieux. Et nous accueillons Gabrielle Boulot, vous êtes sociopolitiste, spécialiste des politiques publiques de gestion de l'eau à l'INRAE. On vous doit Sociologie de l'environnement, collection Repères aux éditions de la Découverte. Gabrielle Boulot, ce qui s'est passé en France montre qu'il faut lutter contre les conséquences de ces inondations. Tout n'est pas encore résorbé d'ailleurs. Oui, tout à fait. Dans les zones de plaine, la décrue est lente et il y a encore des personnes qui sont inondées chez elles. La priorité, effectivement, est de mettre en sécurité les personnes. Mais en deuxième temps, une chose importante est probablement d'apprendre de ce qui s'est passé, de pouvoir valoriser les savoirs d'observation, de l'usage des sols, de l'usage de nos infrastructures et du coup de mettre peut-être l'accent sur la maintenance avec un encouragement à des retours d'expérience sur ce qui a tenu, sur ce qui a été fragilisé et d'en prendre des traces écrites pour que, quand le personnel de toutes les organisations va changer à l'occasion d'arrivée ou départ, on puisse garder cette connaissance. Et je pense que ce que nous apprennent les travaux sur la maintenance et les infrastructures, c'est qu'il faut instiller dans les organisations une culture qui valorise ces savoirs, qu'on prenne du temps dans les comités de direction sur les presque accidents qui ont lieu à cause de ces inondations, d'avoir aussi des bancs d'essai sur lesquels on teste des solutions pour toutes nos infrastructures et leur maintenance, pour réfléchir en commun sur la représentativité des situations, sur la représentativité des matériaux et pour comprendre du coup comment s'adapter pour des événements qui risquent de se reproduire assez fréquemment. Et justement, lorsque l'on prend ce retour d'expérience, le retour d'expérience que l'on a eu suite aux pluies torrentielles de la semaine dernière, quel peut-il être, Gabrielle Boulot ? Qu'est-ce qu'il faut apprendre ? Donc, on a vu en particulier qu'un certain nombre d'infrastructures étaient sous-dimensionnées, mais ça, c'est peut-être normal. Oui, et puis elle ne se comporte pas forcément comme on s'attend à ce qu'elle se comporte. Il peut y avoir des arbres qui vont boucher, des exutoires qui étaient prévus. On peut imaginer qu'il y a des fuites à des endroits qui n'auraient pas dû se prévoir. Les infrastructures vieillissent. Les sols aussi ne se comportent pas toujours comme on l'imaginait. Et on a besoin de documenter à la fois dans les services qui sont en charge de tout ce qui est transport, dans les infrastructures aussi
plus de l'immobilier, mais aussi sur la façon dont se sont comportés les sols forestiers, les sols agricoles, encourager des réseaux locaux d'observation de ce cheminement de l'eau dans le sol, puisque comme ces événements sont inédits, on n'est pas habitué à savoir par où va s'écouler cette eau. Et la plus grande partie de notre territoire étant couvert par de l'agriculture et de la forêt, sur ces territoires-là, on est peu nombreux et l'observation est très importante. On a besoin d'observer au-delà des piézomètres, aussi comment... Des quoi ? Des mesures des nappes, donc, des nappes. Puisque l'eau en profondeur peut être identifier son niveau par des piézomètres. Piézomètres, voilà, c'était le mot que je voulais entendre à nouveau. Voilà, tout à fait. Alors, effectivement, la surveillance de ces nappes est organisée par des réseaux de surveillance, mais on a aussi besoin d'une connaissance plus fine, de savoir comment une parcelle s'est comportée, est-ce que les drains ont fonctionné, en fonction du type de sol, mais aussi en fonction du type de pratique culturelle, des labours qui ont eu lieu, des intrants. Est-ce que ces sols peuvent être plus poreux que par le passé ? Évidemment, vu ce qui est tombé, ça n'aurait pas pu être absorbé. Néanmoins, on peut quand même imaginer une meilleure connaissance à cette occasion. Qu'est-ce que vous en pensez, Françoise Vimeux, vous qui êtes climatologue ? Alors, en fait, clairement, je pense que le maître mot, c'est l'adaptation. Il y a plusieurs manières de s'adapter à un climat qui change et à ses impacts. Et quand on parle d'inondation, la première chose, c'est de ne plus construire de nouveaux bâtis en zone inondable. Il y a une réglementation et c'est pas ce que l'on observe. En région parisienne, sur les 20 dernières années, la densité de la population en zone inondable, elle augmente. Il y a à peu près, je crois, en Île-de-France, 3,5 millions de personnes en zone inondable et c'est 3 millions d'emplois. Donc, c'est aussi l'activité économique. Question naïve, est-ce qu'il n'est pas possible, parce qu'on le voit ailleurs, est-ce qu'il n'est pas possible de construire en zone inondable à condition de construire des choses adaptées, évidemment ? Alors, j'y arrive. Si on veut continuer à construire en zone inondable, il faut absolument s'adapter, mais s'adapter, et c'est ce qui vient d'être dit, de manière dimensionnée. La plupart des adaptations aujourd'hui, elles sont dimensionnées sur les événements exceptionnels d'hier. Or, en fait, il faut qu'elles soient dimensionnées sur les événements exceptionnels dans 50 ans. Parce que sinon, ça ne sert à rien. On va avoir un coût énorme pour rien. Donc, mais vous les connaissez, justement, ces événements exceptionnels de 50 ans ? Est-ce qu'il y a des règles qui permettent de... Oui, pour les pluies torrentielles, c'est assez simple même pour le climatologue, puisque à chaque fois que l'atmosphère se réchauffe de 1 degré, elle peut contenir 7% en plus de vapeur d'eau. Donc potentiellement, c'est 7% un peu plus ou un peu moins suivant les systèmes pluvieux qui va retomber. Donc on a les trajectoires de réchauffement sur lesquelles nous sommes aujourd'hui. Donc je dirais que ça, c'est une question assez facile. Au même endroit, parce que c'est aussi l'autre question qu'on se pose. Est-ce que l'on est capable de prévoir à quel endroit ça va se produire ? Est-ce que, par exemple, dans l'Aude, où on a aujourd'hui, ainsi que dans les Pyrénées-Orientales, un manque de précipitations, est-ce que l'on pense qu'il va y avoir une accélération de cette sécheresse, ou bien est-ce qu'on pourrait avoir, au contraire, le retour d'inondations exceptionnelles ? Alors, on a des projections sur le changement des pluies sur le territoire métropolitain à horizon 2050, à horizon 2100. On voit des choses assez claires pour l'été, avec un assèchement du sud de la France, un assèchement aussi un peu plus au nord, mais moindre. On a plus d'incertitudes sur l'évolution des pluies hivernales. Mais pour la deuxième partie du XXIe siècle, on voit quand même un léger accroissement des pluies hivernales, en particulier sur le nord de la France, là où le bas blesse. C'est que selon les modèles, la séparation entre nord et sud de la France n'est pas tout à fait au même endroit. Mais justement, c'est de cela dont je voulais vous parler, Françoise Vimeux, parce que l'Ardèche, c'est plutôt au sud. Ah oui, mais là, attention, c'est ce que je disais tout à l'heure, ne pas confondre tendance et pluie torrentielle. Pour tous les événements extrêmes de pluie, quelles que soient les terres émergées, on sait que ces pluies torrentielles augmentent en intensité indépendamment de quelle sera la tendance du changement des pluies, c'est-à-dire un assèchement ou un renforcement du cumul annuel. Mais il faut bien, là aussi, dimensionner les constructions, les règles d'urbanisme, etc. Ou bien on ne construit plus,
Bon. Ça, c'est la première. Ou bien on se relocalise, et ça, c'est important à dire, hein, même si ça prend du temps à réfléchir, à planifier, à mettre en œuvre. Ça a des coûts économiques, des coûts sociaux et même psychologiques. Après, il y a d'autres adaptations. Ça peut être la protection de l'existant. Et là, il y a tout un tas de solutions qui se déclinent. Ça peut être construire des systèmes d'endiguement, construire des lacs réservoirs, rénover les réseaux électriques, les réseaux d'évacuation des eaux pluviales. Ça peut être ralentir la dynamique des crues. Donc, on a des solutions pour chaque territoire selon ce qui sera décidé, je dirais que selon l'angle d'adaptation qui sera décidé. Qu'est-ce que vous en pensez, Gabrielle Boulot? Parce que ça, en tant que sociopolitiste, c'est votre parti. Oui, tout à fait. Alors effectivement, on observe une sorte de lien très fort entre la manière dont on aménage le territoire et historiquement la manière dont on a pensé l'assurance de ces territoires par rapport aux inondations. Et là-dessus, les États ont fait des choix assez différents. Par exemple, aux Pays-Bas, c'est l'État qui construit les digues et c'est aussi l'État qui assure l'ensemble des populations en cas d'inondation. Les États-Unis ont fait un choix assez différent en misant d'abord sur le marché de l'assurance, en disant vous pouvez vous installer où vous voulez, mais il faudra que vous soyez assuré. Et puis, dans les années 60, les assureurs ont refusé d'assurer parce que le risque inondation, en fait, c'est un risque territorialisé. C'est pas tout à fait la même chose quand vous assurez votre voiture. Vous avez un risque d'accident, mais qui n'a rien à voir avec votre voisin. Il n'aura pas d'accident au même moment. En revanche, quand vous êtes inondé, votre voisin a beaucoup de chances d'être inondé. Alors, pour l'assureur, c'est un risque systémique assez important. Il risque de se retrouver d'un coup à devoir rembourser tout le monde. Alors, face à cette volonté des assureurs états-uniens de ne plus assurer les habitants confrontés au risque inondation, l'État a proposé qu'il soit en charge de construire les digues qui étaient économiquement justifiées par des analyses coûts-bénéfices pour protéger les territoires qui étaient assez riches. Et puis, dans ce cas-là, il n'y avait pas besoin de s'assurer derrière. En revanche, là où les digues de l'État n'étaient pas présentes, il était obligatoire de s'assurer. Et en fait, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une grande paupérisation dans ces zones où on est obligé de s'assurer et que les polices d'assurance ne couvrent de moins en moins les personnes. Et la vulnérabilité augmente avec le changement climatique. En France, on a un système qui est un peu original puisque pour avoir un intérêt à assurer le risque inondation, on l'a groupé avec d'autres risques. Donc, quand vous avez une police d'assurance pour votre habitation, elle est tout risque, pour la grêle, pour le gel. Et donc, il y a à la fois des risques territoriaux et des risques non territoriaux. Alors, on peut penser que c'est plus robuste. Et en fait, on constate qu'avec le changement climatique, de toute façon, les risques augmentent, les zones vulnérables augmentent aussi. Et finalement, le Fonds de prévention des risques majeurs, il est exsangue par rapport à ce qu'il y a. Alors, face à ces coûts qui augmentent, au bout d'un moment, on se dit, est-ce que finalement, on agit uniquement sur les zones constructibles, les digues et les coûts, ou bien est-ce qu'on peut aussi imaginer donner plus de place à l'eau? Et aux Pays-Bas... Plus de place à l'eau, c'est-à-dire faire des lacs, des rétentions d'eau plus grandes? Oui, et puis aussi dire qu'il y a des territoires dont la vocation sera d'accueillir de l'eau. Alors évidemment, sur ces territoires-là, il y a d'autres activités. Quoi, par exemple, comme territoire? Eh bien, des zones agricoles. Parce que les zones agricoles, évidemment, cela pose des problèmes si on doit les utiliser comme zone tampon pour l'eau. Exactement. Et donc, l'enjeu, c'est un enjeu de justice et de savoir comment est-ce qu'on peut rendre juste une politique qui va zoner des endroits où il y aura une vocation à accueillir des crues, ce qu'on appelle des zones d'expansion de crues, et des zones, au contraire, qui seront protégées. Et en fait, ce que montrent les travaux de sociologie sur ces questions, c'est que les territoires qui devraient accueillir de l'eau parce que c'est des plaines qui ont des conformations qui permettent à l'eau de s'épandre, accepteraient de faire certains efforts à condition que les autres territoires fassent aussi des efforts et que du coup la justice, elle peut se comprendre en termes d'efforts partagés et quelle compensation on peut avoir sur les territoires qui vont devoir accueillir cette eau qui est, comme l'a dit Françoise Vimeux, en volume supplémentaire avec le changement climatique. Mais Françoise Vimeux, ça veut dire que là aussi, on peut avoir des prévisions fiables, savoir où tout cela doit être fait, parce que on a vu qu'il y avait des installations qui étaient sous-dimensionnées. Il y a aussi des conséquences indirectes de ces inondations, avec par exemple tout ce que charrient les fleuves en matière d'inondation qui a causé des
dégâts, cela a causé des dégâts importants sur les infrastructures. Est-ce que tout ça, par exemple, on l'intégrait jadis, il va falloir l'intégrer différemment maintenant ? Alors, sur la question de la prévision, je dirais, on peut déjà observer ce qui se passe aujourd'hui. Les zones qui sont déjà inondables aujourd'hui le seront encore plus à l'avenir. Donc ça, c'est des zones qui doivent absolument se préparer et se préparer davantage et étendre les zones d'expansion de crues, restaurer les eaux humides. Tout ça, ce sont des voies d'adaptation dont on sait qu'elles sont efficaces. Il y a aussi ces zones qui vont être nouvellement inondables, et ça, en termes d'aménagement du territoire, c'est des aspects que les personnes en charge de l'urbanisation, normalement, connaissent très bien. Et puis, il y a un autre type d'inondation dont on n'a pas parlé, mais qui va nous toucher de plus en plus, ce sont les inondations sur les littoraux, à cause des submersions marines, à la fois pendant les tempêtes, parce que le niveau moyen de la mer augmente, et puis les submersions marines de manière chronique. Et ça, c'est quelque chose d'assez sinistre, je trouve, c'est-à-dire des inondations de territoires côtiers à chaque fois qu'il va y avoir une grande marée ou à chaque fois que la marée sera haute, c'est-à-dire quand même assez régulièrement dans la journée. Donc tout ça, c'est assez prévisible en termes d'aménagement du territoire pour répondre à votre question. Là aussi, cela signifie que la question de la solidarité doit être posée différemment, puisque on ne peut pas, Gabriel Boulot, j'imagine, distinguer dans le territoire des zones qui vont être des zones victimes et des zones qui, elles, seront épargnées. Non, tout à fait. En fait, la question est pas du tout de sacrifier des zones, mais justement de pouvoir imaginer un zonage qui soit inégal, mais qui soit juste. Et dans cette répartition des contraintes, en fait, effectivement, il faut que chacun prenne sa part. Et il y a aussi, dans les territoires qui seront protégés, ou qui seront mieux protégés parce qu'en fait, les enjeux économiques sont plus importants, des efforts à faire pour modifier également l'aménagement du territoire et le rendre moins vulnérable également. Avec des zones qui sont particulièrement dangereuses. Je pense par exemple aux centrales nucléaires qui, alors si elles ne sont pas refroidies, c'est catastrophique, mais s'il y a des inondations, paradoxalement, cela peut nuire à leur capacité à être refroidies. De toute façon, on a des infrastructures critiques sur l'ensemble du territoire qui sont aussi en zone potentiellement vulnérable, soit parce qu'elles ont été protégées par des digues initialement qui risquent d'être submergées, soit parce que, justement, le volume des eaux étant supérieur, elles deviennent vulnérables alors qu'elles n'étaient pas. Dans toutes ces situations, de toute façon, voilà, l'idée, c'est qu'on ne pourra pas augmenter le niveau des digues indéfiniment et qu'il va falloir envisager que l'eau puisse stagner davantage à certains endroits. Et donc, il faut ralentir le cycle de l'eau que le changement climatique accélère. Et pour le ralentir, il faut envisager des zones où on va accepter cette eau et qu'elle stagne un certain temps, parce que ça a aussi d'autres bienfaits, la stagnation de ces eaux, c'est que ça peut recharger les nappes. Parce que finalement... Pourquoi ? Parce que lorsqu'on a des pluies torrentielles, les nappes ne se rechargent pas ? En fait, très rapidement, la partie supérieure du sol est saturée. Donc il y a un ruissellement. Voilà, un ruissellement qui est très fort. Alors, il se trouve qu'on a... aujourd'hui, une pluie intense qui arrive sur des sols qui étaient déjà très gorgés d'eau et des nappes probablement assez hautes. Mais on peut aussi se souvenir que dans les sécheresses en 2022, en fait, on avait eu des sécheresses de l'hiver 2021 et que finalement, c'est quand les nappes ne se rechargent pas qu'on a aussi des sécheresses plus intenses. Donc, en fait, les choses sont liées. L'accélération du cycle fait aussi qu'on a besoin d'encourager la recharge des nappes, qui est bonne à la fois pour les usages de l'eau ensuite dans les saisons printemps et été, puis aussi pour l'environnement. Mais là aussi, parce que s'il y a donc de l'eau stagnante, est-ce qu'il n'y a pas d'autres conséquences qui peuvent être néfastes, puisque il y a aussi des phénomènes qui accompagnent le réchauffement climatique, par exemple les moustiques et les nuisances que ceci provoque? Je pense qu'on va devoir apprendre beaucoup de choses en fonction de qu'est-ce qu'on va mettre en place et que plutôt que d'imaginer tout de suite les solutions à 50 ans, on va devoir procéder par des essais et surtout beaucoup d'observations de ce qui se passe, de ce qui est souhaitable, de ce qui ne l'est pas, de ce qui a été prévu ou pas. Et
par rapport à une planification qui serait uniquement sur des modèles, je pense que ce que nous montrent les travaux sur la confiance que la population a dans ces modèles et dans ces experts, c'est que on a besoin de pouvoir raccrocher les prévisions qui sont faites sur ces modèles d'observation de ce qu'on vit aussi au quotidien. Et donc, effectivement, on observe des décalages et on peut discuter les hypothèses qui ont été prises pour un certain nombre d'ouvrages. Et quand on doit vivre avec, effectivement, rapporter que est-ce que ça se passe comme ça a été prévu ou pas. Moi, je m'occupe d'un grand programme de recherche sur la Seine où il y a depuis 35 ans de grands modèles qui ont permis de quantifier à la fois les flux dans les nappes, les flux en surface et de comprendre à la fois les questions de quantité et de qualité. Et on se rend compte que la confiance que les gestionnaires de l'eau ont dans ces modèles dépend en grande partie de la capacité à recaler les observations qu'on a dans la gestion avec ce que proposent ces modèles. Et donc, je pense que il faut que collectivement, on développe un dialogue sur ces savoirs de l'écoulement et de ces recharges de nappes. Françoise Vimeux, un mot de conclusion sur ce qu'il faudrait faire désormais pour se préparer. Donc on a compris qu'il y avait la possibilité de développer des modèles liés à l'observation donc actuelle déjà des dégâts causés par ces inondations. C'est vers cela qu'il faut aller selon vous ? Oui, je pense qu'il y a 2 leviers d'action. Alors d'abord, effectivement, le retour de terrain, l'observation, c'est absolument essentiel aussi pour identifier ce qu'on appelle les maladaptations. Par exemple, on a longtemps pensé que les digues étaient des adaptations qui pouvaient convenir à tous les territoires. On se rend compte aujourd'hui que c'est pas le cas. Je rappelle que pendant la tempête Xynthia en 2010, on avait des habitations derrière des digues et puis ça n'a servi absolument à rien. Et après, les deux... Parce que les digues n'étaient pas... Parce que les digues n'étaient pas suffisamment dimensionnées. Et il y a aussi, ça crée un sentiment de sécurité, donc on n'hésite pas à habiter derrière. Donc c'est un peu la double peine. Donc les 2 leviers d'action, je crois que mes collègues et moi, on le répète depuis des années, bien sûr, c'est l'adaptation parce qu'on vit déjà en France les impacts du changement climatique, mais c'est bien sûr atténuer ce réchauffement. Chaque 10e de degré supplémentaire, c'est un lot d'impacts supplémentaires. Gabrielle Boulot, un mot de conclusion. Eh bien, je pense que après l'émotion de ces inondations, il faut ne pas oublier ce qui s'est passé, le documenter et en tirer des conclusions sur comment s'adapter. Faire un retour d'expérience. Est-ce que c'est fait actuellement, ce type de choses ? Je pense que pour les services qui gèrent des infrastructures, c'est fait au quotidien. Et je pense que si ce n'était pas fait, les dommages auraient été bien supérieurs. Je pense qu'il y a eu des barrages qui ont très bien tenu. Il y a eu des infrastructures qui ont été en état de marche parfait. Et on doit remercier les équipes de maintenance qui s'occupent au quotidien de ces ouvrages. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup d'activités qui ne pensent pas leur vulnérabilité à l'eau parce qu'ils ne sont pas directement liés à la gestion de l'eau. Et qu'en fait, dans tous les secteurs, que ce soit le numérique, que ce soit l'alimentation, que ce soit les services, on doit aussi regarder quelles sont nos vulnérabilités. Bon, et puis on ne pense pas assez à tous ces habitants qui ont été touchés par ces inondations avec les différents types de traumatismes, de désorganisation, de drames humains que tout cela cause. Merci beaucoup Françoise Vimeux. Je rappelle que vous êtes climatologue et directrice de recherche à l'IRD. Gabrielle Boulot, sociopolitiste, spécialiste des politiques publiques de gestion de l'eau. On vous doit un repère dans la collection des éditions La Découverte, Sociologie de l'environnement qui paraîtra le 14 novembre prochain. Dans quelques secondes, le point sur l'actualité, le journal de 8h45 et puis mes camarades François Saltiel et François Angelier car Lucille Como est en vacances.